Rebonjour. Pascal Mélin, donc je vais essayer de modérer cet après-midi. Lors de la préparation, on avait voulu parfaire l'après-midi de travail. Je rappelle que c'est le premier journée de forum, c'est des ateliers. Pour nous, les SOS Hépatite, c'est le moment d'acquérir des connaissances, des compétences pour pouvoir réfléchir aux actions qu'on va mener pour l'année 2022, comme on l'a fait ce matin. Donc, l'objectif, c'était pour nous de travailler sur la NASH cet après-midi. Et puis, en réfléchissant au sujet, il nous semblait évident de ce qu'on venait de vivre, de ce qu'on vit encore à travers le Covid, que les gens atteints de NASH avaient énormément souffert et avaient même laissé dans cet interview sur le sujet. Donc, on a prévu sur 3 petits quarts d'heure 2 interventions. Comme on fait maintenant depuis cette année, une intervention malade et une intervention professionnelle. C'est Carmen Adé qui a accepté de venir nous parler en tant que représentante de la vaccination et vice-présidente des SOS Hépatite Alsace-Lorraine, de son expérience et de sa position et de notre position par rapport au Covid. Et après, on a le plaisir d'accueillir Stanislas Paul et qui nous parlera de son regard des pathologues et de tout ce qu'on a compris du lien entre les maladies du foie et le Covid. Carmen, la parole est à toi. Bonjour à tous. Alors, je suis donc Carmen, membre de SOS Hépatite depuis 2009. Je me présente quand même un tout petit peu encore. On n'entend pas? C'est bon? C'est bon maintenant? Oui. Donc, je disais, je suis Carmen, membre de SOS Hépatite depuis 2009. Bénévole et infirmière à la retraite, j'essaie d'aider les patients concernés par les hépatites en les rassurant et en les familiarisant avec leur maladie. Je n'ai pas de slide, je présente juste un constat que j'ai pu faire. Alors, référent pour l'hépatite B, j'ai un peu plus d'expérience pour cette hépatite. Le sujet porte donc sur Covid et maladie du foie. Alors, durant cette crise sanitaire, il est beaucoup question des risques de formes graves de Covid et de décès pour les patients atteints d'une cirrhose du foie. Mais qu'en est-il des patients qui ont une hépatite et qui n'ont pas forcément une fibrose sévère? Alors, les patients avec lesquels j'ai échangé étaient concernés par une hépatite chronique B traitée par antiviraux. Ce qui est certain, c'est que les patients qui ont été contaminés par le virus de la COVID-19 ont été d'emblée soucieux par rapport à leur hépatite. Ils se posaient tout de suite la question, qu'est-ce que ça va faire à mon hépatite? Leur interrogation première portait sur le fait qu'ils avaient à nouveau une charge virale détectable, alors qu'elle a toujours été indétectable depuis que le traitement était efficace. Il y avait des patients suivis depuis plusieurs années, d'autres plus récemment, sur 2-3 ans. Et les questions posées étaient toujours les mêmes. Est-ce que le traitement n'est plus efficace? Est-ce que la maladie va s'aggraver? Devrais-je changer de traitement? Est-il possible que l'on soit détectable tout d'un coup? Alors, il s'avérait que durant les échanges avec ces patients, ils avaient mentionné avoir eu la COVID-19 avec une forme qui n'a pas nécessité l'hospitalisation. Une fois à peu près rétablis de la COVID, ils ont donc consulté les pathologues par inquiétude pour leur hépatite, pour faire le point là-dessus, mais également parce qu'ils éprouvaient une très grande fatigue qui perdurait avec des troubles digestifs et ils se sentaient vraiment pas bien. C'est suite au résultat de la prise de sang qu'ils ont contacté l'association. Alors, j'ai pu les rassurer sur le fait que cette charge virale pouvait être augmentée de façon isolée, suite à un épisode infectieux sévère. J'ai eu l'occasion de le constater toujours par les retours de patients qui avaient eu par hasard un contrôle de suivi de leur hépatite juste après un épisode infectieux sévère, tel qu'une grippe grave, je dirais, avec de la température ou une gastro-entérite avec une hyperthermie. Ils avaient été très malades, ce n'était pas un simple refroidissement. Et 3 mois après, la charge virale était à nouveau indétectable. Alors, ces retours de patients font penser que les épisodes infectieux sévères ou graves dont la COVID-19 fait partie
chamboule, perturbe ou déstabilise. Mais quoi? Le foie, la fonction hépatique, l'hépatite, l'immunité et par quel mécanisme? Alors, de nombreuses questions que je pose aux médecins, oui, et pour lesquelles nous aurons peut-être des réponses dans ce forum. Je vous remercie de votre attention. Et j'ai fait le retour des questions que les patients se posent quand ils ont la COVID avec une hépatite. Merci beaucoup, Carmen. Bonjour à tous. Merci à SOS Hépatite pour l'invitation. Donc, je vais essayer en partie de répondre aux questions que les patients ont posées à Carmen. Et vous verrez qu'on n'a pas obligatoirement d'ailleurs la réponse à toutes les questions. Donc là, l'idée, c'était principalement pour moi de faire donc une revue générale de ce qu'on sait aujourd'hui sur Covid et foie, sachant qu'on ne sait pas tout loin de là, et notamment sur un certain nombre de questions posées par Carmen. Donc l'intitulé de ma présentation, on m'avait proposé Covid-19 et foie, rupture ou continuité. Là aussi, vous verrez que, comme souvent dans ces approches, il y a l'un et l'autre, et que malheureusement, dans un système majoritairement inerte, on a quand même beaucoup de continuité et pas énormément de rupture, notamment là où on aimerait que ça survienne. Voilà, je vais vous demander la prochaine diapositive, puisque je l'ai demandé au fur et à mesure. Je pense qu'il faut activer la modification pour pouvoir faire fonctionner la présentation. Alors bon, l'introduction, de toute façon, va être assez banale. Hein. C'est juste pour rappeler que le SARS-CoV-2 et la pandémie associée est apparu donc fin 2019 avec un taux de mortalité qui est entre 0,5 et 3% dans la population générale, que jusqu'à présent, en dehors de quelques antiviraux actuellement plutôt à l'essai, il n'y a pas de traitement curatif efficace, et que donc ça souligne évidemment l'importance de la vaccination, de son maintien et de la poursuite. On verra des chiffres en fin de présentation. Et puis que le respect des gestes barrières en plus de la vaccination, donc les mesures de prévention primaire, restent le seul moyen aujourd'hui de limiter la pandémie. Et vous savez qu'avec l'arrivée de la 5e vague, malgré l'immunité collective, puisqu'il y a plus de 51 millions de Français qui ont été vaccinés, on s'aperçoit que ce n'est probablement pas suffisant et qu'il faut quand même maintenir parallèlement à la vaccination un certain nombre de mesures. Alors, cette pandémie a quand même modifié les choses au niveau mondial, et je pense qu'en ça, pour répondre au titre qui a été proposé, c'est une rupture sociologique. Hein. Ça a modifié évidemment les habitudes de vie. Je pense que vous comme moi, on n'était pas complètement habitués au confinement qui a été proposé. On a modifié aussi la prise en charge des patients infectés, particulièrement en modifiant là aussi l'organisation des services, avec par exemple des services d'addictologie qui sont complètement dévolus à la Covid-19. Et puis bien sûr, ça a modifié la prise en charge des patients non infectés, et puis on va voir ces choses-là. Alors, bon, sur la diapositive précédente, mais ce n'est pas grave, on peut rester là-dessus. Il y avait le plan qui va être en 3 parties. Donc c'est généralité sur les anomalies hépatiques et l'impact pronostic de ces anomalies sur la Covid. De l'interaction réciproque entre hépatopathie et Covid-19, donc ça répond en partie aux questions de Carmen. Et puis 3, l'impact de la Covid sur la prise en charge des patients ayant une maladie chronique du foie. Donc on va commencer par les anomalies hépatiques. Ça va aller assez vite, hein, je ne veux pas non plus vous gaver. C'est juste une diapositive pour dire que les anomalies biologiques hépatiques, elles sont fréquentes dans toute infection, quelle qu'elle soit, que ce soit les infections bactériennes, virales, parasitaires. Et pour ce qui concerne les coronavirus, on a d'autres situations antérieures qui ont montré, par exemple avec le MERS, que avec ces différents types de souches virales, on pouvait avoir des anomalies biologiques hépatiques qui sont liées notamment au fait que le récepteur d'entrée virale, qui est le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, est présent sur les hépatocytes et les cholangiocytes, et que donc il y a un certain degré d'hépatotropisme de l'infection,
sans qu'on voit d'ailleurs d'inclusion réellement visible, avec probablement des PCR positives qui peuvent rendre compte éventuellement de l'infection de l'organe. Et donc, c'est l'une des causes possibles des anomalies biologiques hépatiques et de leur fréquence. L'autre cause qui est très importante, et j'en reparlerai à la fin, c'est évidemment les médicaments qui sont associés dans le cadre de la prise en charge des patients. Le paracétamol, du fait d'un syndrome fébrile présent et éventuellement prolongé, qui a conduit à des prescriptions de plus de 3 grammes, avec donc une toxicité directe des réactifs du paracétamol, sans obligatoirement une alimentation, on va dire, compensatrice du fait de l'épuisement et du syndrome fébrile. Donc, il y avait un certain nombre d'hépatotoxicités médicamenteuses du fait des antipyrétiques et qui n'ont pas été obligatoirement inclus, je dirais, dans les analyses. Et puis, il y a d'autres molécules qui ont pu être utilisées, notamment, on le verra pour l'opinavir, ritonavir, qui ont été à l'origine d'anomalies biologiques hépatiques. Donc, sur la diapositive suivante, c'est une image plutôt globale de ce qui peut se passer dans le cadre de l'infection par le SARS-CoV-2, avec une atteinte clinique multiviscérale. Je n'irai pas du tout dans le détail parce que vous savez bien que globalement, ça a donné beaucoup de symptômes qui sont indiscutablement associés à l'infection, avec une atteinte donc inflammatoire multiviscérale qui peut rendre compte aussi dans ce qu'on appelle les orages cytokiniques d'un certain nombre d'anomalies biologiques hépatiques. Donc sur le plan physiopathologique, même si on n'a pas obligatoirement la réponse définitive sur pourquoi il y a ces anomalies, un, elles sont présentes, deux, il y a plusieurs facteurs non exclusifs pouvant rendre compte de ces anomalies. Alors sur la diapositive suivante, on va voir la fréquence de ces anomalies. Donc vous voyez que vous allez voir que ces anomalies biologiques hépatiques, qui sont souvent modérées, hein, si on parle des valeurs moyennes, notamment de transaminase, elles sont présentes chez 15 à 50% de la population affectée. Évidemment, plus fréquentes chez les patients qui ont des hépatopathies sous-jacentes, qui représentent là aussi environ 3% de ces sujets infectés, c'est-à-dire pas plus en termes de maladies fibrosantes significatives que ce qu'on observe dans la population générale. J'ai envie de dire que ça indique indirectement cette partie patients avec hépatopathie connue, que globalement, les patients ayant une hépatopathie chronique ne sont pas obligatoirement plus sensibles à l'infection par la Covid-19. Par contre, on verra tout à l'heure quelles sont les conséquences, bien sûr, de ces hépatopathies. Voilà, donc des anomalies biologiques hépatiques fréquentes, mais en fait assez rarement marquées. On a des anomalies anatomopathologiques sur la diapositive suivante que je ne vais pas du tout détailler parce qu'on ne sait pas très bien si c'est directement imputable à l'infection ou si c'est lié à des comorbidités, notamment les prises médicamenteuses ou aux causes de l'hépatopathie comme une stéatohépatite non alcoolique qu'évoquait Carmen. Donc, c'est juste pour dire que la biopsie hépatique n'a évidemment pas beaucoup d'intérêt dans l'approche de ces anomalies biologiques hépatiques dans cette population. Le point plus intéressant, mais là aussi relativement modeste, c'est sur la diapositive suivante, le fait que ces anomalies biologiques hépatiques ont un intérêt pronostique. Et ça a été montré dans à peu près toutes les publications qui se sont intéressées à la question, c'est-à-dire que quelle que soit l'origine des études, vous voyez évidemment sur la partie gauche que les premières études ont été très majoritairement chinoises. Ces anomalies sont des anomalies fréquentes. Et si on compare les patients avec une symptomatologie de la Covid-19 sévère par rapport à une Covid-19 non sévère, l'importance de ces anomalies biologiques hépatiques, que ce soit l'hypertransaminasémie, l'hyperbilirubinémie évidemment ou l'albuminémie, conditionne la sévérité du pronostic de l'infection. Donc, sur la diapositive suivante, le message nous donne globalement la fréquence de ces anomalies sévères ou non sévères, le type de distribution est plus intéressant. Donc, sur cette diapositive à droite, vous voyez les causes principalement d'hypertransaminasémie. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de causes médicamenteuses
Et dans la partie centrale de la diapositive, vous voyez que principalement, c'est chez des patients qui ont reçu des combinaisons lopinavir-ritonavir, donc un traitement antirétroviral qui avait été suggéré comme étant éventuellement efficace contre la COVID-19 au début de la première vague, qui s'est avéré potentiellement hépatotoxique. On sait bien que le ritonavir et donc les inhibiteurs de protéase en général, donc l'opinavir aussi, particulièrement boostés par le ritonavir, peuvent avoir une hépatotoxicité. Et on voit donc dans cette distribution que c'est probablement le recours à ces médicaments qui est responsable de la plus grande fréquence d'anomalies biologiques, avec un impact pronostique significatif sur la sévérité de la COVID. Donc, le résumé de cette première partie, c'est oui, il y a des anomalies biologiques hépatiques. Elles sont d'un mécanisme multifactoriel, non exclusif, peut-être en partie liées à l'infection elle-même, certainement liées au syndrome inflammatoire associé, notamment pour tout ce qui est cholestase cytokine éventuelle, et puis beaucoup aussi liés aux médicaments qui peuvent être proposés, éventuellement d'ailleurs à titre expérimental, comme ça a été le cas pour les combinaisons d'inhibiteurs de protéase. Sur la diapositive suivante, on a donc la deuxième partie qui sont les interactions réciproques entre hépatopathie et COVID-19. Donc la prochaine diapositive qui élargit, je dirais, les références au-delà des premières études chinoises aux études aussi nord-américaines, montre globalement la fréquence des hépatopathies dans la population donc infectée par la COVID. Donc vous voyez qu'on retrouve à peu près ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire autour de 3% de prévalence globale des hépatopathies dans ces populations infectées. Et je le redis parce que je crois que c'est important pour la compréhension ultérieure. Ce n'est pas très différent de ce qu'on a en termes de fibrose significative dans la population. Diapositive suivante. Donc, l'impact montre dans cette étude majoritairement de méta-analyse chinoise qu'il n'y a pas d'impact significatif, puisque vous voyez que l'intervalle de confiance contient l'unité dans ces 5 études, pas d'impact réel de l'hépatopathie sous-jacente sur la sévérité de la COVID-19. Donc, on pourrait, pour répondre à un certain nombre de questions que Carmen a retenues, se poser la question donc, de la réelle importance des hépatopathies sous-jacentes par rapport au pronostic de la COVID-19. Donc, ces résultats sont très rassurants, mais ils montrent néanmoins sur la partie droite que, évidemment, les comorbidités, et principalement, vous voyez, les comorbidités de la stéatohépatite, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, les pathologies cardio- ou cérébrovasculaires sont associées à un risque pratiquement 3 fois supérieur de sévérité de la COVID. Donc c'est là, je pense, où il faut avoir une information quand même différenciée, très probablement en fonction des populations de patients. Et donc c'est ce que je vais essayer d'illustrer dans les diapositives suivantes, c'est cette relativité des informations juste, globalement, pas d'impact des maladies hépatiques, ok, mais si on va un peu plus dans le détail, c'est ce qu'on voit sur cette diapositive, par exemple, chez des patients donc, qui ont une stéatopathie métabolique. On voit qu'il y a une augmentation du risque de progression de la COVID, donc de sévérité, une plus grande fréquence d'anomalies biologiques hépatiques, une prolongation de la période de positivité de la PCR et peut-être donc de la pathologie et de ses symptômes chez les patients donc, qui ont une stéatopathie métabolique. Alors, encore une fois, ce n'est pas une très grande surprise pour les NAFLD, dont on parle encore par la suite, très simplement parce que les comorbidités, que ce soit le surpoids, l'hypertension, l'âge, souvent ce sont des patients qui ont un âge moyen plutôt de 60-65 ans quand on compare aux 50 ans pour les hépatites virales, ont un impact bien sûr délétère, à la fois d'ailleurs sur les progressions de la maladie hépatique, mais bien sûr sur la sévérité de l'hépatopathie métabolique. La diapositive suivante
montre un autre aspect qui a été vraiment très bien caractérisé, je pense qu'il sera l'occasion de discussion, qui sont impact de la Covid-19 sur le mésusage de l'alcool. Et donc là, il ne s'agit pas de savoir si, bien sûr, la Covid-19 favorise la consommation. La réponse est non, parce que les gens sont franchement malades. Mais par contre, la situation d'enfermement a été à l'origine, ça ce sont des données britanniques, de l'augmentation des hospitalisations pour mésusage de l'alcool. Et vous voyez que la comparaison 2019-2020 montre une augmentation vraiment significative de ces hospitalisations, donc c'est 50%. Augmentation des primo-hospitalisations pour des problèmes d'alcool de 6 à 38%. Et puis, donc, il y avait ce qu'on voit sur les 1,3% de patients avec Covid-19. C'est juste pour dire, ce n'est pas la Covid qui est à l'origine de ça. Et sur la diapositive suivante, on voit là les comparaisons pré- et per-pandémie pour la consommation d'alcool appréciée donc, par ce questionnaire Audit-C que vous connaissez bien, qui permet un peu de grader le niveau de consommation d'alcool. Et on voit donc toujours une augmentation donc per pandémie de la dépendance à l'alcool, même si dans ce travail, il n'y avait pas d'augmentation significative de la consommation. Et par contre, plus de précarité et plus d'atteintes psychiatriques chez les patients donc en difficulté avec l'alcool. C'est juste, je pense, pour souligner, parce qu'on se rapproche bien sûr de la question sur les hépatopathies, l'impact délétère de tout ce qui a été autour de confinement, gestes barrières, dangers associés à la situation pandémique. Alors, du fait de ces données un petit peu hétérogènes, difficiles à lire entre des données très rassurantes, il n'y a pas d'impact des hépatopathies, et puis à l'inverse, des données peut-être plus inquiétantes sur les risques liés à la NAFLD, liés à la surconsommation d'alcool. On a voulu voir avec Vincent Mallet donc, ce qu'il en était dans la réalité de la France au moment donc, de la première vague, donc au cours de l'année 2020. C'est sur les diapositives suivantes. On a voulu donc s'intéresser à l'impact donc en population réelle. Donc ça, c'est juste pour vous dire, c'est des gros chiffres avec donc des codes diagnostiques qui sont basés sur les données PMSI. Donc, vous voyez, c'est plus de 250 000 sujets qui ont été donc hospitalisés en France, donc de février 2020 à décembre 2020, et pour laquelle donc on a pu analyser l'impact d'un certain nombre d'éléments. Et là, je voudrais juste vous montrer de façon impressionniste, si je puis dire, les éléments qui peuvent être associés à l'interrogation hépatopathie et Covid-19, donc pour répondre à la question de Carmen. Donc, on a ici la comparaison des patients avec ou sans hépatopathie chronique. Donc, je n'irai pas du tout dans le détail de sexe, d'âge, où il y a évidemment des différences. Il y a par exemple des différences évidemment sur la consommation d'alcool 10 fois plus fréquente chez ceux qui ont une hépatopathie. Ce n'est pas inattendu. Vous le voyez pratiquement 3 fois plus fréquente chez ceux qui ont une consommation de tabac. Je vous rappelle que le tabac favorise la progression de la fibrose et augmente le risque de cancer du foie, d'où l'importance qu'on a aussi d'accompagner les sevrages d'alcool avec des sevrages de tabac. On voit plus d'obésité, plus d'hypertension, plus de diabète, bon, plus de l'ensemble des éléments associés au syndrome métabolique chez les patients avec hépatopathie chronique. Et puis sur la partie droite, on voit qu'il y a eu aussi un petit peu plus de ventilation mécanique et puis de complications de la réanimation, que ce soit l'insuffisance aiguë, la dialyse, l'embolie pulmonaire, on est à la limite de la signification, et bien sûr plus d'insuffisance hépatique, de thrombose portale ou de progression de l'hépatopathie chez les patients qui ont une hépatopathie, chez ceux qui n'en ont pas, donc c'est assez attendu. Mais pour reprendre une des questions de Carmen, vous avez vraiment sur l'avant-dernière ligne, là, le pourcentage de progression de l'hépatopathie, vous voyez que c'est très peu, 0,1%.
Et je pense que même si ça correspond à très peu de patients qui ont une progression de l'hépatopathie, ça permet, étant donné les nombres, hein, je vous rappelle, 15 000 sujets avec hépatopathie sous-jacente, on peut être quand même relativement rassuré sur le fait qu'il y a peu d'impact de la COVID-19 sur les risques de progression de l'hépatopathie. Par contre, et c'est le message évidemment de cette diapositive, vous voyez que la mortalité, elle, est significativement accrue chez les patients ayant une hépatopathie chronique par rapport à ceux qui n'en ont pas. Alors, sur la diapositive suivante, on voit que le mésusage d'alcool, évidemment, l'existence d'une hépatopathie sont associés donc au risque de mortalité. Et de façon intéressante, vous avez sur la partie gauche de la diapositive la dissociation entre certains types d'hépatopathies. Donc, on voit par exemple que les hépatopathies alcooliques sont associées à un plus grand risque de mortalité à 1 mois de l'hospitalisation, alors que les hépatites chroniques virales, B, C, mais c'est aussi vrai pour l'infection VIH, sont associées à un moindre risque de mortalité. Bon, c'est significatif pour le B et pour le VIH, pas pour le C, mais c'est juste l'illustration. Donc, hépatopathie, ça vaut la peine un petit peu affiner le diagnostic. Un effet délétère pour l'hépatopathie alcoolique, peu pour les hépatopathies virales, très simplement parce que, comme vous le savez, quand c'est nécessaire, la plupart d'entre elles sont efficacement virosupprimées. Et puis, sur la partie droite, on voit la distinction aussi entre hépatopathie modérée et hépatopathie compliquée. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que quand on a une hépatopathie modérée, on n'a en fait pas d'impact significatif de la Covid. On pourrait même suggérer qu'il y a un effet protecteur. Je ne crois pas qu'on puisse le dire. Vous voyez qu'on est à 1% de mortalité dans les deux groupes. Mais par contre, quand on a une cirrhose compliquée, les 3 dernières lignes, on a un risque plus élevé d'avoir une mortalité associée à l'infection par la Covid. Donc le message, c'est les hépatopathies compliquées et la surconsommation d'alcool ou les hépatopathies alcooliques sont associées à un risque accru de mortalité au cours de l'infection par la Covid. Et sur la diapositive suivante, vous avez en fait le détail de chacun de ces éléments où on regarde le décès et la ventilation mécanique. C'est juste pour vous dire qu'on a été intrigué, si je puis dire, par le fait que regardez mes usages d'alcool, on a en fait un taux de décès augmenté. À l'inverse, par exemple, des hépatopathies modérées de ligne en dessous, ont un effet protecteur, comme je vous l'ai dit. Mais pour mes usages d'alcool, vous voyez qu'il y a moins de ventilation mécanique que pour le reste de la population générale. Ceci est vrai aussi avec un décès plus fréquent pour les cirrhoses décompensées, les cancers primitifs du foie, mais avec, paradoxalement aussi, une ventilation mécanique moins fréquente, posant évidemment la question de savoir si finalement, il n'y a pas eu un petit peu de retenue thérapeutique, si on peut dire, pour ces patients en difficulté avec l'alcool ou en difficulté avec une maladie hépatique compliquée, que ce soit d'une complication non carcinomateuse ou du cancer, dans le cadre de la COVID-19. La diapositive suivante résume ces éléments-là. Donc, hépatopathie modérée, pas de risque particulier avec un bon accès à la ventilation mécanique. Ceci est vrai aussi pour la cirrhose compensée. Et donc, dans ces situations de compensation, on peut rassurer l'essentiel des patients sur le fait qu'ils vont, entre guillemets, être bien pris en charge et qu'il n'y a pas de risque accru, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il n'y a pas de risque du tout. Mais par contre, pour les cirrhoses décompensées, les cancers et le mésusage d'alcool, on a un petit peu d'interrogation sur le paradoxe d'une mortalité augmentée, mais d'un taux de ventilation mécanique réduit. Donc voilà la conclusion. Les hépatopathies augmentent le risque de mortalité d'environ 80%, mais il s'agit principalement des hépatopathies compliquées et du mésusage d'alcool qui réduisent l'accès à la ventilation mécanique d'environ 25% et qui posent évidemment la question d'une limitation thérapeutique. Ceci justifie évidemment, si c'est besoin, de le dire, qu'une vaccination anti-Covid-19 soit proposée de façon prioritaire aux patients ayant une maladie hépatique.
Voilà, je vais finir par la troisième partie qui est juste la discussion de 4 éléments principaux. J'aurais pu en rajouter plus, hein, sur l'impact de la Covid et de sa prise en charge sur les maladies hépatiques chroniques. Et on va donc passer à la diapositive suivante qui juste illustre les ignorances qu'on a par rapport aux questions posées par Carmen en introduction, c'est-à-dire quelles sont les conséquences potentielles de la réaction inflammatoire systémique sur l'exacerbation des hépatites virales, par exemple, des pathologies auto-immunes, sur le risque de décompensation de cirrhose. On n'a pas de réponse définitive. À mon avis, des données qu'on a publiées sur ces 250 000 Français hospitalisés en 2020, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'arrière-pensée sur des conséquences potentielles de la réaction inflammatoire systémique et notamment sur des risques d'exacerbation. Que ce soit pour les hépatites virales B ou les pathologies auto-immunes, on n'a pas vraiment vu de complications, mais c'est vrai que probablement l'analyse des 2 vagues suivante qui est en cours permettra de répondre de façon plus sensible. Mais je pense que sur les 15 500 premiers patients, on a quand même pas mal d'éléments pour dire qu'il n'y a pas grand-chose à signaler. J'ai même vu un patient qui a guéri de son hépatite B alors qu'il était arrivé donc en hospitalisation en médecine interne pour une Covid-19 sévère, mais il n'est pas allé en réanimation. Et il a fini, mais alors en 4 semaines, à guérir complètement de l'hépatite B avec une séroconversion donc sérovirologique, perte de l'antigène HBS, disparition de l'ADN viral B qui était présent au début d'hospitalisation. C'était un porteur inactif, une infection chronique petit au moins. Mais la question, c'est est-ce que, en réponse justement à la réaction inflammatoire systémique, il n'y a pas eu une accélération d'une guérison sérovirologique spontanée. Donc je pense que sur cette partie de gauche où on reste assez ignorant, on n'a pas obligatoirement de réponse. Par contre, sur la réponse de droite, pour les cirrhotiques, chez les patients traités par immunosuppresseurs, notamment les transplantés, bon, il n'y a pas eu de signal pour les transplantés hépatiques en termes de mortalité par opposition aux transplantés rénaux ou surtout aux dialysés. Et c'est vrai que les dialysés ont été massivement exposés en allant 3 fois par semaine dans les centres de dialyse avec une mortalité qui a très significativement augmenté. Donc je pense qu'il faut rester extrêmement précautionneux. Évidemment, renforcer les programmes vaccinaux, c'est en cours. Discuter, on a une RCP hebdomadaire, l'utilisation de monoclonaux chez les non-répondeurs à la vaccination, et puis faire en sorte qu'ils soient le plus à distance du virus, avec un respect de traitement. Je voulais vous montrer un impact de vie dans la vie réelle. Ce sont 600 français. Et par contre, en 2019, est-ce qu'il s'est pris en charge des patients cellulaires en les rendus de réunions de concertation pluridisciplinaire tumeur du foie? Et donc, les messages sont assez simples. On a observé une réduction du nombre de carcinomes hépatocellulaires discutés. Il y avait peu de modifications des stratégies thérapeutiques entre la décision du médecin et la décision de la RCP, c'est-à-dire globalement la faisabilité de chaque centre à gérer les chimioembolisations, les radiofréquences et autres. Mais par contre, il y avait un délai de traitement, on va dire, de plus d'1 mois chez plus de patients au cours, bien sûr, de l'épidémie qu'avant l'épidémie. Donc, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que grâce au miracle habituel des modifications d'organisation, il n'y a pas eu de perte de chance à proprement parler. Donc, on voit ça sur la diapositive suivante qui illustre plus donc, cette diminution des patients vu pour le diagnostic et le choix thérapeutique de carcinome hépatocellulaire, mais finalement avec des impacts thérapeutiques qui sont modestes. Par contre, évidemment, et peut-être en partie du fait de la prise en charge hospitalière, vous savez que les contaminations nosocomiales n'ont pas été rares. Il y a eu quand même 7% de ces patients qui ont eu un diagnostic d'infection Covid-19, avec la moitié d'entre eux qui ont été hospitalisés, donc un pourcentage très significatif. Et puis 19% donc, qui sont décédés. Si on compare aux populations générales infectées au taux d'hospitalisation et de décès, on voit bien que cette population, donc, avec CHC,
et à plus haut risque de Covid sévère, incluant le décès, ce qu'on a vu globalement dans les chiffres 2020. Probablement, ces patients en font partie. Diapositive suivante, on avait évoqué avec paracétamol, lopinavir, ritonavir. On a vu des choses qu'on ne voyait pas habituellement. Alors, les hépatotoxicités de médicaments, on les voit très régulièrement, mais on a vu des cholestases marquées, donc des patients avec des prurites, avec des ictères, et pour lesquels se posait la question de savoir si c'était des cholestases médicamenteuses. Vous savez qu'on peut en avoir avec l'augmentin, par exemple, ou avec les macrolides en général. Beaucoup d'azithromycine ont été donnés au moment de la poussée azithro-hydroxychloroquine. Et ce qu'on a décrit là aussi cette année, c'est quelques cas donc de cholestase majeure avec la biopsie des cholangites diffuses. Là, pour ce cas qui nous a été prêté par nos collègues allemands associés au travail, on voit, vous voyez, ce moulage des voies biliaires donc complètement bouché par une espèce de matériel dont on considère actuellement, c'est la partie droite de la diapositive, qu'il pourrait être lié à des dépôts, on va dire chimiques, liés à des surexpositions à la kétamine. Vous savez que la kétamine est utilisée en anesthésie. Il y a eu de l'hépatotoxicité qui a été rapportée chez des usagers de drogue directement liés à l'usage de kétamine à visée psychotrope, chez des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes dans le cadre du chemsex, et ça a été rapporté aussi dans le cadre des anesthésies prolongées chez les grands brûlés. Et là, vous avez l'exemple pour 3 patients de la relation qu'il y a entre la jaunisse et la quantité d'exposition à la kétamine, donc des surexpositions qui suggèrent que ce puisse être, en plus de l'ischémie parfois, de l'anesthésie nécessaire à la ventilation de qualité, une cause directe de maladie hépatique. Et on a quelques patients pour lesquels on a discuté d'une transplantation. Le premier qu'on a discuté est malheureusement mort avant qu'on puisse le transplanter, donc d'une cirrhose biliaire secondaire rapidement évolutive. J'ai une autre patiente qui a complètement guéri, mais après quelques mois d'exposition à l'acide urso-déoxycholique et qui rechute à chaque fois que je lui diminue les doses. Donc, c'est juste des cholangiopathies diffuses, comme on en avait vu, notamment d'origine microbienne à l'époque du sida. Donc, la diapositive suivante, oui, ça c'est juste pour conforter l'idée de la responsabilité de la kétamine. C'est encore une fois les relations directes entre l'hyperbilirubinémie, l'hyperexposition et l'inflammation. Donc, je n'irai pas du tout dans le détail. Mon troisième point sur cette troisième partie, c'est la vaccination. Évidemment, il est indispensable, on l'a vu, que nos patients ayant une maladie hépatique soient vaccinés et soient bien vaccinés. Ça, c'est l'une des premières études qui a été rapportée avec le vaccin chinois Sinovac, et donc pour lequel vous voyez que 95% des patients vaccinés ayant une hépatopathie chronique, pratiquement exclusivement des patients avec stéatopathie métabolique, avaient des anticorps neutralisants, un titre protecteur, ce qui est évidemment très rassurant. Et puis donc là, des données rassurantes sur les effets secondaires à 7 jours et à 28 jours associés au vaccin. Donc c'est juste pour dire, dans cette population à moitié masculine, plutôt jeune, avec une stéatopathie métabolique, le vaccin est assez efficace. Alors si on voit sur la diapositive suivante les données chez les vétérans donc américains, là, c'est une étude qui a pour objectif principal d'analyser l'efficacité de la vaccination dans une population de cirrhotiques. Et donc, à partir de la population de vétérans cirrhotiques, cette étude qui vient d'être présentée la semaine dernière à la SLD a analysé donc 254 sujets vaccinés et 3242 sujets non vaccinés, et a pu effectuer un appariement, un score de propension avec un rapport de patients
donc non vaccinés pour un patient vacciné chez 508 et 254 patients respectivement. Et parmi les patients vaccinés, donc à peu près 2/3 avaient une vaccination incomplète et 1/3 une vaccination complète. Alors je m'excuse, hein, la méthodologie est un peu compliquée, mais l'idée était principalement de regarder quelle était la mortalité à 60 jours liée à la Covid chez ces patients donc vaccinés ou non vaccinés, en prenant en compte pour les appariements les données habituelles, âge, sexe, origine ethnique, l'alcool et puis les comorbidités, incluant d'ailleurs la consommation de tabac et la sévérité de la maladie hépatique. Sur la diapositive suivante, vous avez alors très simplement les résultats en termes de mortalité globale à 60 jours. Et vous voyez qu'il n'y a pas de discussion. La mortalité est 5 fois supérieure pratiquement chez les non-vaccinés par rapport aux patients vaccinés. Et la mortalité liée à la Covid est aussi 5 fois supérieure, avec par contre pas plus d'hospitalisation ou d'hospitalisation due à la Covid dans ces populations, et un recours à la ventilation mécanique bien plus élevé donc chez les non-vaccinés que chez les vaccinés. Le message, c'est quoi? C'est que quand on vaccine les patients cirrhotiques, on a une réduction de la mortalité globale à 60 jours et de la mortalité liée à la Covid de façon très significative. Vous voyez que c'est quasi 80% de réduction du risque de mortalité et évidemment du risque de sévérité. Donc, ça nous invite à vacciner l'ensemble des patients. Et sur la diapositive suivante, je trouve que c'est intéressant parce que bon, c'est souvent des questions qu'on a, c'est sur le caractère complet ou incomplet. Et on voit que cet effet protecteur est finalement comparable chez les patients ayant une vaccination complète ou ayant une vaccination incomplète. Le message, c'est quoi? C'est qu'il faut que les patients soient vaccinés. Il faut, dans la mesure du possible, qu'ils aient une vaccination complète, évidemment. Mais on a tous les jours en consultation l'interrogation sur et ma 3e dose, est-ce qu'il faut que je la fasse ou pas? Moi, je veux dire que je réponds à beaucoup de patients, mais du fait, on va dire, du goulot d'étranglement qu'on a pour l'accès à la vaccination, bon, ben, on va contrôler votre titre d'anticorps neutralisant. Et puis, si vous êtes supérieur à 250, on n'est pas obligatoirement dans l'urgence. Je pense que tous ces éléments nous montrent qu'il faut maintenir la dynamique vaccinale, qu'on n'est pas dans une situation d'hyper-urgence. Et donc, évidemment, il faut que les patients soient vaccinés et presque peu importe que ce soit complet ou incomplet, il faut prévoir que ça soit complet. Mais si on n'a pas la possibilité pratique de le faire, le caractère incomplet est quand même protecteur. Et puis, c'est intéressant de voir sur la dernière ligne que les 9 patients vaccinés qui sont décédés, 4 vaccinés de façon complète, 5 vaccinés de façon incomplète, avaient au moins 2 comorbidités associées en plus de la cirrhose. C'était l'obésité, c'était la BPCO, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale chronique. On retrouve ce qu'on avait évidemment dans l'étude sur les 250 000 Français, c'est que plus vous avez de comorbidité, plus vous avez un score de Charleston élevé, plus vous avez un risque que les choses aillent mal. Ça aussi, c'est de la continuité. On a toujours ça dans l'ensemble des études, que la question soit celle de l'acute sur chronique, des hépatopathies virales ou de la Covid. Et puis le dernier point, c'est juste sur la diapositive suivante, pour illustrer l'évolution à long terme de la Covid et hépatopathie. C'est aussi une présentation qui a été faite la semaine dernière à l'ASLD. Donc, la moitié de ces patients ayant une hépatopathie chronique avaient une stéatopathie métabolique, une NASH. Et puis, vous voyez qu'un tiers à peu près avait une hépatite chronique C. Sans ça, c'était d'autres pathologies. Et le suivi médian était à peu près d'1 an. Donc, c'est intéressant de regarder ce qui se passe et quel était en fait le profil des patients au départ. Donc, il y a une majorité de non-cirrhotiques. Puis, vous voyez qu'il y a 16% de cirrhose compensée au départ, 10% de cirrhose décompensée. Quand on regarde sur la diapositive suivante l'impact que ça a pu avoir, on retrouve des chiffres qu'on a déjà vus.
La mortalité à long terme, 7%, la mortalité due à la Covid, 3%. Donc là, on revient un peu aux chiffres que je vous ai présentés initialement. Et puis l'hospitalisation durant la période de suivi, 38%. Donc on est un petit peu en dessous des 50% qui avaient été vus dans une précédente étude. Je vous ai montré ça parce qu'il y a un des symptômes persistants qui ont été rapportés. Et c'était intéressant de noter que chez ces patients ayant une hépatopathie chronique, à peu près un quart d'entre eux avaient des symptômes évocateurs, je m'excuse de la faute d'orthographe, de Covid-19 longue. Et puis sur la partie droite, ce qu'on a déjà vu, mais qu'il faut toujours avoir en tête, l'ensemble de ces patients, pour un quart d'entre eux à peu près, ont rapporté donc une consommation d'alcool modérée ou excessive après la Covid. On rapportait pour 18% d'entre eux l'initiation d'une consommation d'alcool ou son aggravation. Et 18% aussi rapportent des complications médicales liées à l'alcool. Et donc, c'est juste, en plus du fait que beaucoup de patients, vous voyez, un tiers ont pris du poids, avec quand même une prise de poids, ça aussi qui a été rapporté hors hépatopathie, d'à peu près 3 à 5 kilos. Je pense que ça nous apprend à nous, médecins, à informer sur le risque associé à la Covid, qu'on a vu soit du fait, on va dire, de l'anxiété quand on n'a pas la Covid, soit peut-être du fait d'avoir fait cette infection et d'en avoir survécu, sur les risques liés à l'alcool et au poids qui, vous le savez, sont les cofacteurs principaux de progression de la maladie hépatique. Donc, vigilance sur les cofacteurs de morbidité hépatique quand on a une hépatopathie sous-jacente et qu'on a fait la Covid, si on a survécu, et puis risque quand même plus élevé de Covid longue. Alors, diapositive suivante et dernière diapositive. En conclusion, c'est quoi les messages principaux? Un, que les atteintes hépatiques sont fréquentes, mais souvent peu sévères, avec une valeur pronostique sur la sévérité de la Covid. Ça, c'est vraiment des choses banales. Évidemment, plus on a d'anomalies biologiques hépatiques, plus on a des risques associés à tel ou tel type de pathologie. La Covid, on est en pleine continuité. Plus grande sévérité de la Covid-19 en cas d'hépatopathie sévère, que ça soit évidemment l'acide, les hémorragies digestives, l'infection du liquide d'acide ou le carcinome hépatocellulaire. On est toujours dans la continuité. Plus on est malade, plus les risques sont élevés quand survient un événement. L'abus d'alcool et les complications de la cirrhose sont des facteurs d'exclusion pour le traitement optimal, c'est-à-dire réanimation, ventilation. Je crains qu'on soit là aussi dans la continuité avec une certaine forme de stigmatisation sur les indications, je pense notamment les indications liées à l'âge de réanimation. Vous savez que c'est réel et puis qu'on n'avait peut-être pas non plus le choix de faire autrement que de faire des choix, notamment sur la base de l'âge. Et puis l'impact spécifique de la Covid sur les hépatopathies, particulièrement au stade de cirrhose, je pense, reste quand même majoritairement inconnu. Mais il peut y avoir un risque de retard aux prises en charge spécifiques. On a vu, petit délai pour le carcinome hépatocellulaire. Il peut y avoir plus d'alcool et plus de poids sans Covid ou avec Covid qui ne risquent pas d'améliorer la situation hépatique. Et là, on est évidemment dans la continuité des prises en charge multidisciplinaires avec nos collègues addictologues pour éviter ou nutritionnistes d'ailleurs, que cette situation quand même stressante, qu'on ait ou pas l'infection, conduise à des situations de risque de majoration de la stéatohépatite non alcoolique, puisque c'est la cause la plus fréquente aujourd'hui, ou des stéatopathies d'autres origines, et je pense notamment évidemment aux stéatopathies liées à l'alcool ou aux formes mixtes alcool et métabolique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et merci pour l'invitation à SOS Hépatite. Et je m'arrête là. Donc. Comme je vais essayer d'être le maître du temps, on va enchaîner. Ça nous semble important de faire le point sur le Covid. Et comme tu l'as bien dit, globalement, tout le monde le sait bien, il vaut mieux être en bonne santé que malade. Et plus on est malade, plus on a risque d'être gravement malade. Et plus on est en bonne santé, plus on a risque que ça aille mieux. Ça me semble important pour nous de reparler du Covid. Pourquoi? Parce que vous avez tous entendu dans les médias et partout que
On nous a beaucoup parlé du surpoids, du diabète, de l'obésité, du tabagisme, de l'insuffisance respiratoire. Et nous, on avait le sentiment qu'on ne parlait pas des maladies du foie. Et pourtant, voilà, la preuve en est faite encore que, heureusement que les hépatologues ont regardé ça de près et que quand on est malade du foie, il y a ce risque à attraper le Covid. Et donc, il ne faut pas relâcher sur les gestes barrières et la vaccination. Et je pense que tous les gens des SOS hépatiques sont encore plus que jamais des ambassadeurs de la vaccination. On l'était déjà pour d'autres virus. Il faut aussi l'être pour le Covid-19.